Votre mère est malade. Elle a besoin d'une opération qui coûte 30 000 $. Votre patron vous propose cet argent. Mais en échange, il vous demande de faire quelque chose d'impensable. Qu'est-ce que vous faites? Voici ce qu'Amel a choisi. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez en ce moment. Que vous soyez à Paris, à Montréal, à Dakar, à Abidjan ou ailleurs dans le monde, je veux vous lire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment de cliquer sur le bouton rouge, parce que ce genre d'histoire, vous n'en trouvez nulle part ailleurs. Aimez cette vidéo aussi, ça m'aide énorme et ça permet à d'autres personnes de découvrir ce contenu. Maintenant, installez-vous confortablement. Parce que ce que vous allez entendre va vous secouer jusqu'aux os. Amel avait 28 ans quand sa vie a basculé. Pas de façon brutale, pas comme dans les films où tout s'effondre en une seule seconde. Non. Sa vie a basculé doucement, comme une barque qui prend l'eau lentement, si lentement que vous ne réalisez pas que vous êtes en train de couler jusqu'au moment où l'eau vous arrive aux genoux. C'est exactement comme ça que ça s'est passé pour elle. Elle vivait à New York depuis 6 ans. Ceux qui connaissent cette ville savent ce que ça veut dire. New York ne vous accueille pas. New York vous teste. Chaque jour est une épreuve. Chaque mois est une bataille. Vous payez un loyer qui ferait pleurer n'importe qui, vous mangez debout parce que vous n'avez pas le temps de vous asseoir, vous dormez peu parce que la ville ne dort jamais, et vous continuez quand même parce que quelque chose dans cette ville vous retient. Une promesse invisible. L'idée que si vous survivez ici, vous pouvez survivre n'importe où. Amel avait survécu. Pas brillamment. Pas comme dans les histoires de réussite qu'on raconte dans les dîners. Mais elle avait survécu. Elle avait un appartement à Brooklyn, petit mais à elle. Elle avait un travail dans une grande entreprise de communication au cœur de Manhattan. Elle avait une vie, même si cette vie était serrée de partout, même si les fins de mois ressemblaient parfois à un équilibriste sur un fil. Sa mère Christine vivait en France. À Lyon plus précisément. Amel lui parlait chaque dimanche matin, sans exception. C'était leur rituel, leur lien, le cordon invisible qui reliait New York à Lyon malgré les 6000 kilomètres. Christine avait 62 ans, une voix douce, un rire facile, et des mains qui sentaient toujours la lavande parce qu'elle en mettait partout dans la maison. Amel fermait les yeux quand elle lui parlait et elle pouvait presque sentir cette odeur à travers le téléphone. C'est un dimanche matin d'octobre qu'Amel a reçu l'appel. Pas de sa mère. De sa tante Fatima, la sœur de Christine. La voix de Fatima tremblait comme une feuille dans le vent. Elle a dit les mots et Amel ne les a pas entendus tout de suite, parce que le cerveau a cette façon de protéger le corps quand les nouvelles sont trop lourdes. Il les filtre. Il les ralentit. Il les fait passer comme à travers du coton. Christine avait fait un malaise 2 jours plus tôt. Elle était tombée dans sa cuisine, seule, et avait été transportée aux urgences. Les médecins avaient fait des examens. Ils avaient trouvé quelque chose. Une masse. Au niveau du cœur. Pas un cancer, les médecins n'avaient pas prononcé ce mot-là. Mais quelque chose qui bloquait la circulation du sang, quelque chose qui grandissait, quelque chose qui ne pouvait pas rester là. Il fallait opérer. Amel a raccroché et elle est restée assise sur son canapé pendant je ne sais combien de temps. Le café qu'elle avait préparé avant l'appel était encore chaud. Elle a regardé la vapeur qui montait du bol et elle a pensé à sa mère. Elle a pensé aux mains qui sentaient la lavande. Elle a pensé au rire facile. Elle a pensé que ce n'était pas possible, que ça n'arrivait pas, que sa mère était solide comme un roc, que sa mère n'avait jamais été malade de sa vie, pas vraiment, pas comme ça. Elle a pris le premier vol qu'elle a trouvé pour Lyon. Quand elle a vu Christine dans ce lit d'hôpital, quelque chose s'est cassé en elle. Sa mère était petite sous les draps blancs. Elle avait l'air fatiguée d'une façon qu'Amel n'avait jamais vue. Pas fatiguée comme quelqu'un qui manque de sommeil. Fatiguée comme quelqu'un dont le corps est en train de se battre contre quelque chose de plus grand que lui. Mais Christine a souri quand elle a vu sa fille entrer dans la chambre. Ce sourire, Amel ne l'oubliera jamais. Large, chaud, plein d'amour, comme si voir sa fille suffisait à tout effacer. Comme si Amel était encore la petite fille de 7 ans qui revenait de l'école. Les médecins ont expliqué la situation. L'opération était nécessaire. Elle était urgente. Pas dans le sens de demain matin, mais dans le sens de pas dans 6 mois non plus. Il fallait agir dans les 2 à 3 mois maximum. Et l'opération coûtait de l'argent. Beaucoup d'argent. 30 000 €, à peu près. La sécurité sociale couvrait une partie, mais Christine avait une mutuelle basique, pas une de ces mutuelles haut de gamme qui couvrent tout. Il manquait une somme importante. Christine avait dit à sa fille de ne pas s'inquiéter. Elle avait dit qu'elle allait trouver une solution.
Elle avait dit tout ça avec ce sourire, ce même sourire chaud, mais Amel voyait bien derrière le sourire. Elle voyait la peur. Elle voyait une femme de 62 ans qui ne voulait pas peser sur sa fille mais qui ne savait pas comment elle allait s'en sortir. Amel est rentrée à New York avec une certitude absolue. Elle allait trouver cet argent. Elle ne savait pas encore comment. Mais elle allait le trouver. La réalité l'a rattrapée très vite. Ses économies ? 4 000 $. 6 ans à New York et 4 000 $ de côté. C'est tout ce que la ville lui avait laissé après avoir tout pris. Le loyer, la nourriture, les transports, les petites urgences de la vie quotidienne, tout avait mangé le reste. 4 000 $ face à 30 000, c'était comme essayer d'éteindre un incendie avec un verre d'eau. Sa banque ? Elle a pris rendez-vous. Le conseiller lui a parlé de sa situation financière avec cet air désolé que les gens de banque réservent aux clients qu'ils ne peuvent pas aider. Son dossier n'était pas assez solide pour un prêt de cette taille. Elle pouvait obtenir peut-être 5 000 $ supplémentaires, pas plus. Pas sans garantie qu'elle n'avait pas. Ses amies ? Elle en avait quelques-unes, de vraies amies, des femmes qui l'auraient aidée si elles avaient pu. Mais ses amies étaient dans la même situation qu'elle. Des jeunes femmes qui se battaient chaque mois pour rester à flot dans une ville qui ne leur faisait pas de cadeaux. Personne ne pouvait lui prêter 10 000 $. Personne n'avait 10 000 $ à prêter. Elle a pensé au crowdfunding. Elle a créé une page. Elle l'a partagée partout où elle pouvait. Après 2 semaines, elle avait récolté 800 $. Les gens voulaient bien, les gens étaient gentils, mais les gens avaient aussi leur propre vie, leurs propres difficultés, leurs propres factures à payer. Les semaines passaient. Chaque dimanche, elle appelait sa mère. Christine lui disait toujours qu'elle allait bien. Qu'elle se reposait. Qu'elle mangeait bien. Mais à chaque appel, Amel entendait quelque chose dans la voix de sa mère qui lui faisait peur. Une légère fatigue. Un essoufflement parfois. Le corps qui commençait à montrer des signes que le temps pressait. C'est dans ce contexte-là, dans cette période de pression et d'angoisse, qu'Amel a dû retourner au travail comme si de rien n'était. L'entreprise dans laquelle elle travaillait s'appelait Stratos Communication. Une grande boîte, bien installée, connue dans le milieu. Il gérait des campagnes de communication pour des clients importants. Des multinationales, des personnalités publiques, des fonds d'investissement. Le genre de clients dont les noms apparaissent dans les journaux financiers. Son patron s'appelait Mark Brennan. Mark Brennan avait 45 ans. Grand, bien habillé, les cheveux gris aux tempes de façon presque calculée, comme si cette touche de gris avait été mise là exprès pour signaler l'expérience et l'autorité. Il avait ce genre de confiance qui ne se discute pas, la confiance de quelqu'un qui a toujours réussi, qui n'a jamais vraiment connu l'échec, ou qui en tout cas a toujours réussi à faire croire qu'il ne l'avait jamais connu. Dans l'entreprise, tout le monde craignait Mark d'une façon ou d'une autre. Pas parce qu'il était cruel. Il n'était pas cruel. Il était exigeant. Il était précis. Il avait des attentes élevées et quand ces attentes n'étaient pas satisfaites, il le faisait savoir d'une façon froide, cinglante, qui vous laissait l'impression d'être un enfant qui vient de rater son examen. Amel, elle, n'avait pas peur de lui. Enfin, pas exactement. Elle le respectait. Elle reconnaissait sa compétence. Elle savait que travailler pour lui l'avait appris des choses qu'elle n'aurait pas apprises ailleurs. Mais il y avait aussi quelque chose dans Mark qui la mettait mal à l'aise. Quelque chose dans la façon dont il la regardait parfois. Pas de façon grossière. Rien que vous puissiez nommer clairement. Juste une intensité dans le regard qui durait une seconde de trop. Elle avait mis ça de côté. Elle avait des factures à payer. Elle n'avait pas le luxe de se sentir mal à l'aise au travail. Ce jour-là, c'était un mardi. Amel était à son bureau depuis 7 heures du matin. Elle avait dormi 4 heures. Elle avait passé la nuit à chercher des solutions, à lire des articles sur les prêts entre particuliers, à regarder si elle pouvait vendre quelque chose, n'importe quoi. Elle avait les yeux rouges. Elle avait une présentation à finir pour un client. Elle avait la tête ailleurs. La secrétaire de Mark lui a envoyé un message pour lui dire que son patron voulait la voir dans son bureau à midi. Amel a pensé à la présentation. Elle a pensé qu'il voulait peut-être en discuter, avoir son retour sur quelque chose. Elle a terminé ce qu'elle était en train de faire, elle a pris ses notes, et elle est montée au 15e étage où se trouvait le bureau de Mark. Le bureau de Mark était grand. Trop grand pour un seul homme. Fenêtre du sol au plafond avec vue sur Manhattan. L'Hudson dans le fond, les immeubles, le ciel gris d'octobre. Une de ces vues qui vous rappelle pourquoi les gens viennent à New York et pourquoi ils restent. Mark était au téléphone quand elle est entrée. Il lui a fait signe de s'asseoir.
Elle s'est assise. Il a terminé son appel et il s'est tourné vers elle. Il lui a d'abord demandé comment elle allait. Elle a dit bien merci. C'est là qu'il a fait quelque chose qui l'a surprise. Il a dit qu'il savait que ce n'était pas vrai. Il a dit qu'il avait remarqué quelque chose dans son comportement ces dernières semaines. Qu'elle semblait préoccupée. Qu'elle n'était plus tout à fait là. Il a dit ça sans jugement, presque avec gentillesse, et ça l'a déstabilisée parce qu'elle ne s'attendait pas à ça. Elle a hésité. Et puis elle a parlé. Elle ne sait pas encore aujourd'hui pourquoi elle a parlé. Peut-être parce qu'elle était épuisée. Peut-être parce que porter seul quelque chose d'aussi lourd pendant des semaines finit par peser. Peut-être parce qu'il avait l'air sincèrement curieux et qu'elle n'avait plus la force de faire semblant. Elle lui a tout dit. Sa mère. L'opération. L'argent qui manquait. La course désespérée contre le temps. Marc l'a écouté sans l'interrompre une seule fois. Son visage ne bougeait pas beaucoup. Il avait cette façon de regarder les gens qui donnait l'impression qu'il enregistrait chaque mot, chaque détail. Quand elle a eu fini de parler, il y a eu un silence. Puis Marc s'est levé. Il a fait le tour de son bureau. Il s'est appuyé contre le bord, les bras croisés, et il a regardé Amel avec cette intensité qu'elle connaissait. Il a dit qu'il pouvait l'aider. Amel a cru qu'il parlait d'une avance sur salaire. D'un prêt interne. Elle a commencé à dire quelque chose, à remercier, à dire qu'elle rembourserait bien sûr, mais il l'a arrêté d'un geste. Il a dit 30 000 $. Elle a cligné des yeux. Il a répété. 30 000 $. En liquide. Dans sa main. Avant la fin de la semaine si elle le voulait. De quoi couvrir l'opération de sa mère et peut-être même un peu plus. Le silence qui a suivi était différent du premier. Le premier était un silence de politesse, d'attente. Celui-là était un silence de quelque chose qui vient de changer dans la pièce sans qu'on sache encore quoi exactement. Amel a demandé pourquoi. Marc a souri. Pas un grand sourire. Un petit sourire, précis, comme tout ce qu'il faisait. Il a dit qu'il avait besoin d'elle pour quelque chose. Quelque chose d'important. Quelque chose qui ne pouvait pas être confié à n'importe qui. Il avait besoin de quelqu'un en qui il avait confiance absolue. Quelqu'un qui comprenait les enjeux. Quelqu'un d'intelligent et de discret. Amel a attendu la suite. Ce que Marc lui a expliqué ce jour-là, dans ce bureau avec vue sur Manhattan, était la chose suivante. Stratos Communication gérait depuis plusieurs mois un client très particulier. Un homme d'affaires dont le nom, si elle le prononçait dans la rue, ferait tourner les têtes. Un homme impliqué dans des transactions importantes dans plusieurs pays. Un homme qui avait besoin que certains éléments de son passé restent dans l'ombre. Pas parce qu'il avait fait quelque chose d'illégal, a précisé Marc, mais parce que dans le monde des affaires, l'image est tout, et certaines vieilles histoires peuvent être mal comprises si elles sortent sans contexte. Stratos avait en sa possession plusieurs documents sensibles. Des communications internes, des fichiers qui concernaient des opérations passées de ce client. Ces documents avaient été confiés à l'entreprise dans le cadre d'un contrat de communication. Ils étaient stockés dans des serveurs sécurisés. Marc avait besoin qu'Amel accède à ces documents. Les copie. Les transmette à une adresse spécifique. Sans laisser de traces. Sans en parler à personne. En échange de 30 000 $. Amel l'a regardé longtemps. Elle a demandé si ce qu'il lui demandait était légal. La façon dont Marc a répondu à cette question, ce n'était pas par oui ou par non. C'était par un discours sur les zones grises. Sur le fait que dans le monde des affaires, les choses ne sont jamais entièrement blanches ou entièrement noires. Sur le fait que personne ne serait blessé. Sur le fait que ces documents appartiendraient de toute façon à son client très bientôt dans le cadre d'une transaction qui était en cours. C'était juste une question de timing. C'était élaboré. C'était intelligent. C'était présenté avec ce calme, cette assurance, cette façon qu'avait Marc de faire paraître raisonnable ce qui ne l'était pas. Mais Amel avait grandi dans une famille où les mots avaient un sens. Sa mère Christine lui avait appris très tôt qu'il y a ce qui est bien, ce qui est mal, et que les discours qui tentent de brouiller cette ligne sont toujours des discours dont il faut se méfier. Elle a dit qu'elle avait besoin de réfléchir. Marc a dit bien sûr. Il lui a donné 48 heures. Amel est sortie de ce bureau avec les jambes qui tremblaient légèrement. Elle est descendue aux toilettes du 10e étage, les seules à cet étage où elle était seule à cette heure, et elle s'est regardée dans le miroir un long moment. Elle a pensé à sa mère. Elle a pensé à Christine dans ce lit d'hôpital. À ce sourire. Aux mains qui sentaient la lavande. Au fait que sa mère était en train de lutter contre quelque chose et qu'une opération pouvait changer tout ça, pouvait la ramener à la vie,
lui rendre son énergie, lui rendre ses années. Et elle a pensé à ce que Marc lui demandait. Ce n'était pas rien. Elle le savait. Peu importe la façon dont il avait enrobé sa demande, peu importe les zones grises dont il avait parlé, au fond ce qu'il lui demandait, c'était de violer la confiance de l'entreprise. De voler des informations. D'agir dans l'ombre. Et pour qui? Pour un homme d'affaires dont elle ne savait rien, un homme dont Marc avait soigneusement évité de lui dire le nom. Elle est rentrée chez elle ce soir-là et elle n'a pas pu dormir. Elle a appelé sa mère ce soir-là, même si ce n'était pas un dimanche. Christine a répondu avec cette voix douce, et Amel a failli tout lui dire. Elle n'a pas pu. Elle a dit qu'elle l'appelait juste comme ça, juste pour entendre sa voix. Christine a ri et a dit que c'était le plus beau cadeau qu'elle pouvait lui faire. Elles ont parlé de tout et de rien pendant 1 heure. De Lyon en automne. Du voisin qui refaisait son jardin. Du nouveau médecin qui était très gentil. Quand elle a raccroché, Amel a pleuré. Longuement. Dans le noir de son appartement. Le lendemain matin, elle est allée au bureau. Elle s'est assise à son bureau. Et pendant toute la journée, entre 2 réunions, entre 2 emails, elle a réfléchi. Vraiment réfléchi. Pas en tournant en rond mais en mettant les choses à plat, une par une, avec cette clarté que la fatigue finit parfois par donner quand on est tellement épuisé qu'on n'a plus l'énergie de se mentir. D'abord, les conséquences. Si elle faisait ce que Marc lui demandait et que quelqu'un le découvrait, c'était la fin de sa carrière. Pas juste de son poste chez Stratos. De sa carrière entière. Dans la communication, la réputation c'est tout. Si son nom était associé à une histoire de vol de données, de transmission d'informations confidentielles, elle ne retrouverait jamais un emploi dans ce secteur. Et peut-être même au-delà du secteur. Et peut-être même qu'il y aurait des poursuites judiciaires. Ensuite, Marc lui-même. Elle y avait pensé toute la nuit. Pourquoi lui demandait-il à elle de faire ça? Il était le patron. Il avait accès au serveur. Pourquoi avait-il besoin d'elle? La réponse était simple et elle était effrayante. Parce qu'il avait besoin de quelqu'un qui porterait la responsabilité si les choses tournaient mal. Il avait besoin d'un bouc émissaire. Si quelque chose se passait mal, ce serait Amel qui avait copié les fichiers. Ce serait Amel qui les avait transmis. Ce serait Amel qui aurait agi sans autorisation. Marc, lui, resterait propre. Cette pensée-là, quand elle a fini par atterrir clairement dans son esprit, a tout changé. Elle a compris qu'elle n'était pas en train de considérer une proposition. Elle était en train de considérer un piège. Les 48 heures qu'il lui avait données étaient presque écoulées. Le lendemain matin, il attendrait une réponse. Amel a passé cette 2e nuit à préparer autre chose que sa réponse à Marc. Elle a passé cette nuit à chercher des preuves. Elle savait comment fonctionne une entreprise comme Stratos. Elle y travaillait depuis 3 ans. Elle connaissait les systèmes, les processus, les personnes. Elle savait que les communications internes étaient archivées. Elle savait que les emails entre Marc et ses clients passaient par des serveurs que l'équipe informatique gérait avec des journaux d'accès. Elle savait que si Marc avait eu cette conversation avec elle dans son bureau, dans un espace où tout pouvait être enregistré, c'était parce qu'il faisait confiance à sa capacité à l'intimider avec sa proposition. Ce qu'il n'avait pas calculé, c'est qu'Amel, ce soir-là, avait enregistré la conversation sur son téléphone. Elle ne savait pas pourquoi elle l'avait fait sur le moment. Elle n'en avait pas pris la décision consciemment. Son téléphone était dans sa main quand elle était montée au bureau de Marc, et quelque chose, un instinct, l'avait poussée à lancer l'enregistrement dans l'ascenseur avant d'entrer. Peut-être parce qu'elle avait senti quelque chose d'étrange dans le fait d'être convoquée sans ordre du jour. Peut-être parce que New York vous apprend à vous protéger d'abord et à poser des questions ensuite. Elle avait l'enregistrement. Elle a écouté plusieurs fois cette nuit-là. La voix de Marc. Ses mots. Ses zones grises. La proposition des 30 000 $. Tout était là. Puis elle a réfléchi à ce qu'elle allait en faire. Une partie d'elle voulait aller directement aux ressources humaines. Une autre partie lui disait que les ressources humaines dans une entreprise comme Stratos protégeaient d'abord l'entreprise et ensuite ses employés. Si elle allait voir les RH, l'enregistrement disparaîtrait peut-être. L'histoire serait peut-être étouffée. Et elle se retrouverait dehors avec une réputation de trouble faite. Une autre partie d'elle voulait appeler la police. Mais pour dire quoi exactement? Qu'un homme lui avait proposé de l'argent pour copier des fichiers? Les zones grises dont Marc avait parlé joueraient en sa faveur. Les avocats de Stratos étaient très bien payés. Et puis il y avait une autre option. L'option qu'elle a choisie. Elle a contacté une journaliste.
Pas une journaliste quelconque. Une femme qu'elle avait rencontrée 1 an plus tôt lors d'un événement professionnel. Une journaliste d'investigation qui travaillait pour un grand journal de la côte Est. Une femme que, le soir de cette rencontre, Amel avait trouvée impressionnante. Directe, intelligente, pas du genre à se laisser intimider. Elle lui a écrit un email à 2 heures du matin. Elle lui a dit qu'elle avait quelque chose d'important. Que ça concernait une grande entreprise de communication new-yorkaise et un client dont le nom ferait réagir des gens. Elle n'a pas dit son nom. Elle n'a pas dit le nom de l'entreprise. Elle a juste dit qu'elle avait des preuves audio et qu'elle cherchait à comprendre ce qu'elle devait faire avec. La journaliste lui a répondu à 6 heures du matin. Elles se sont retrouvées ce matin-là dans un café à Brooklyn, loin de Manhattan, loin de Stratos. Amel a tout raconté. Elle a fait écouter l'enregistrement. La journaliste a écouté sans dire un mot, les yeux plissés, avec cette concentration qui était son outil de travail. Quand l'enregistrement s'est terminé, elle a posé son café, elle a regardé Amel et elle a dit que c'était sérieux. Amel le savait. La journaliste lui a demandé si elle était prête pour ce qui allait suivre. Elle lui a expliqué que si elle publiait cette histoire, et elle voulait la publier, les choses allaient changer très vite pour Amel. Son nom allait peut-être apparaître. Elle allait peut-être perdre son travail. Il y aurait des avocats. Il y aurait du bruit. Est-ce qu'elle était prête pour ça? Amel a réfléchi pendant un moment. Elle a pensé à sa mère. Elle a pensé qu'elle avait toujours voulu faire les choses bien. Elle a pensé que si elle ne faisait rien et que Mark proposait la même chose à quelqu'un d'autre, à quelqu'un de plus désespéré qui dirait oui, alors cette personne la serait détruite à sa place. Elle a dit oui. Mais avant que la journaliste ne commence son travail, Amel avait besoin de régler une chose. Elle devait répondre à Mark. Et elle allait lui répondre d'une façon qu'il n'attendait pas. Ce matin-là, à 9 heures, elle est montée au 15e étage. Mark était dans son bureau. Il l'attendait visiblement. Son regard l'a jaugé en quelques secondes, comme il le faisait toujours, cherchant à savoir sur quel pied elle se trouvait avant qu'elle n'ait dit un mot. Amel s'est assise. Elle a dit non. Juste ça. Non. Mark a pris ça avec le calme qui le caractérisait. Il a dit qu'il comprenait. Il a dit qu'elle prenait peut-être le temps de réfléchir encore. Il a dit que l'offre restait valable quelques jours supplémentaires. Il a dit ça avec ce sourire qui voulait dire qu'il la considérait comme quelqu'un qui avait dit non pour la forme mais qui dirait oui quand la pression serait suffisante. Amel a dit quelque chose d'autre. Elle lui a dit qu'elle savait ce qu'il faisait. Elle lui a dit qu'elle savait pourquoi il lui avait demandé à elle et pas à quelqu'un d'autre. Elle lui a dit, calmement, avec toute la clarté dont elle était capable ce matin-là, qu'elle n'était pas disponible pour servir de protection à quiconque. Le sourire de Mark a changé légèrement. Quelque chose de plus dur est apparu derrière. Il a dit qu'elle faisait une erreur. Elle s'est levée, l'a regardé une dernière fois, et elle est sortie. Ce qui a suivi s'est passé en plusieurs semaines, mais pour vous le raconter clairement je vais aller à l'essentiel. La journaliste a fait son travail. Elle a creusé. Et ce qu'elle a trouvé était bien au-delà de la simple proposition faite à Amel. Le client mystère de Stratos était effectivement un homme dont le nom faisait réagir. Un homme d'affaires impliqué dans plusieurs transactions immobilières douteuses à New York et dans d'autres États. Des transactions où des documents avaient été manipulés pour faire apparaître des chiffres différents de la réalité. Stratos avait non seulement connaissance de certaines de ces manipulations, mais avait activement participé à en gérer la communication. Autrement dit à étouffer les mauvaises nouvelles et à présenter au public une image propre. La proposition faite à Amel s'inscrivait dans quelque chose de plus grand. L'homme d'affaires avait besoin de récupérer certains documents qui prouvaient son implication dans ces transactions. Il avait besoin de les faire disparaître avant qu'une enquête qui avait commencé discrètement ne s'emballe. Mark avait été chargé de les obtenir. Et il avait pensé qu'Amel, avec sa mère malade et son compte en banque à sec, serait la personne idéale pour faire le sale travail. L'article est sorti un jeudi matin. Grand format. Première page du site, repris par une dizaine d'autres médias dans les 48 heures. Les noms étaient là. Le nom de l'entreprise. Le nom du client. Et la description de la proposition faite à une employée, dont l'identité était protégée dans l'article, mais qui évidemment ne l'était plus vraiment dans les cercles professionnels. Les autorités, qui avaient leur propre enquête en cours sur l'homme d'affaires en question, ont eu entre les mains un élément supplémentaire. L'enregistrement d'Amel Leur a été transmis légalement dans le cadre de la coopération qu'elle a choisi d'avoir avec les enquêteurs. Mark Brennan a été convoqué. Stratos Communication a mis ses avocats sur le coup immédiatement, cherchant à minimiser les dégâts,
cherchant à séparer le plus possible l'image de l'entreprise des actions de son directeur. Mais certaines choses ne se séparent pas si facilement. Amel, elle, a perdu son travail. Pas licenciée formellement, mais la situation était devenue impossible à tenir. Elle a donné sa démission le vendredi de la semaine où l'article est sorti. Elle est sortie du bâtiment de Stratos avec une boîte dans les mains, les yeux secs, la tête haute. Elle avait fait ce qui lui semblait juste. Mais elle était sans emploi. Elle avait toujours 4 000 $ d'économie. Sa mère avait toujours besoin d'une opération. Pendant une semaine, Amel a flotté dans une sorte de vide. Elle ne savait pas ce qui allait se passer. Elle avait fait la bonne chose et en même temps la bonne chose l'avait laissée dans une position très difficile. C'est comme ça que ça fonctionne parfois. Faire ce qui est bien n'est pas toujours récompensé immédiatement. Parfois ça coûte d'abord. Et puis les choses ont commencé à bouger. D'abord, l'histoire d'une femme qui avait refusé 30 000 $ pour ne pas trahir ses principes, qui avait perdu son travail pour avoir fait la bonne chose, cette histoire-là a commencé à circuler. Pas d'une façon spectaculaire. Pas du jour au lendemain. Mais doucement, de partage en partage, de commentaire en commentaire. La page de crowdfunding qu'Amel avait créée des semaines plus tôt pour l'opération de sa mère, et qui avait stagné à 800 $, a commencé à recevoir des dons. D'abord quelques-uns. Puis davantage. Des gens qui avaient lu l'histoire. Des gens qui ne connaissaient pas Amel mais qui reconnaissaient quelque chose dans ce qu'elle avait fait. La décision de ne pas vendre son intégrité même quand le prix proposé était tentant, même quand les circonstances rendaient la tentation compréhensible. En 10 jours, la page avait récolté 18 000 $. Amel fixait son écran et elle n'arrivait pas à y croire. Et ce n'était pas tout. Une agence de communication, une vraie, bien établie, différente de Stratos dans ses valeurs et dans la façon dont elle traitait ses employés, l'a contactée. Ils avaient entendu parler d'elle. Ils cherchaient quelqu'un avec son profil. Et puis il y avait cette réputation supplémentaire qui n'était pas sans valeur dans certains milieux, la réputation de quelqu'un qui ne plie pas. L'entretien s'est très bien passé. Le poste était meilleur que celui qu'elle avait quitté. Mieux payé. Plus de responsabilités. Un environnement plus sain. Elle a dit oui. Mais avant tout ça, avant les bons jours qui commençaient à revenir, il y avait eu un moment que je veux vous raconter parce que c'est peut-être le moment le plus important de toute cette histoire. C'était dans cette semaine de flottement, après sa démission et avant que les dons ne commencent à affluer. Amel était dans son appartement. Il était tard. Elle était fatiguée d'une façon profonde, pas juste physiquement mais dans quelque chose de plus central. Elle a appelé sa mère. Christine a répondu à la première sonnerie. Comme toujours. Amel lui a tout dit. Tout ce qu'elle avait eu depuis des semaines. La proposition de Marc. Son refus. L'article. La démission. Les économies qui ne bougeaient pas. Elle a tout dit et elle a pleuré en disant certaines parties. Il y a eu un silence quand elle a fini. Et puis Christine a dit quelque chose qu'Amel portait encore en elle des mois plus tard comme on porte un talisman. Christine a dit qu'elle était fière. Pas fière à la façon dont les parents disent « je suis fière de toi » pour gentillesse, pour calmer, pour rassurer. Fière d'une façon réelle, directe, qui passait à travers le téléphone et les 6000 kilomètres et arrivait directement dans la poitrine d'Amel. Christine a dit qu'elle avait élevé sa fille avec certaines valeurs parce qu'elle croyait que ces valeurs rendaient la vie meilleure, pas plus facile, mais meilleure. Et que si Amel avait fait ce que cet homme lui demandait, même pour payer l'opération, même par amour pour sa mère, Christine n'aurait pas voulu de cet argent. Amel a dit maman. Christine a dit je t'aime ma fille. Et puis elle a dit aussi que l'argent allait se trouver. D'une façon ou d'une autre. Que ça avait toujours été le cas dans leur vie. Que les solutions arrivent quand on reste debout. Christine avait raison. La page de dons a atteint 22 000 $ en 2 semaines. Il manquait encore quelque chose. Amel a fait un virement depuis son compte. Elle a ajouté ses propres économies. Avec son premier salaire dans sa nouvelle entreprise, elle a comblé le reste. L'opération de Christine a eu lieu un vendredi de janvier. Amel était là. Elle avait pris l'avion pour Lyon. Elle était dans la salle d'attente pendant que les chirurgiens travaillaient, et ces heures-là ont été les plus longues de sa vie. Elle ne savait pas lire. Elle ne pouvait pas manger. Elle regardait la porte et elle attendait. Quand le chirurgien est sorti et qu'il lui a dit que tout s'était bien passé, Amel s'est levée et ses genoux ont failli la lâcher. Elle a tenu. Elle est allée voir sa mère en salle de réveil. Christine était pâle, encore dans le brouillard de l'anesthésie, mais elle respirait bien et quand elle a senti la main d'Amel sur la sienne, elle a souri. Ce sourire.
Toujours ce sourire. Quelques mois plus tard, dans son nouvel appartement à New York, un peu plus grand que l'ancien grâce à son nouveau salaire, Amel regardait parfois par la fenêtre le soir et elle pensait à cette période. À ce couloir qu'elle avait traversé. À la proposition de Marc. À ses propres mains qui tremblaient dans les toilettes du 10e étage devant le miroir. À la nuit où elle avait choisi de contacter la journaliste plutôt que de choisir la facilité. Elle ne se pensait pas héroïque. Elle était trop lucide pour ça. Elle savait qu'elle avait eu de la chance. Que les dons auraient pu ne pas arriver. Que le nouveau poste aurait pu ne pas se présenter. Que les choses auraient pu mal tourner de façon bien plus définitive. Elle savait que d'autres personnes dans la même situation n'auraient peut-être pas eu cette chance, et que les juger pour avoir dit oui à une telle proposition aurait été cruel et faux. Mais elle savait aussi autre chose. Elle savait que le moment où vous vendez ce que vous avez de plus profond en vous, ce noyau de valeur que personne ne vous a imposé mais que vous avez construit au fil des années, ce moment-là vous coûte quelque chose que l'argent ne peut pas rembourser. Elle avait regardé ce prix en face. Elle avait décidé qu'elle ne pouvait pas le payer. Et elle dormait bien la nuit. Sa mère appelait chaque dimanche. La voix était revenue à ce qu'elle était avant. Douce, vivante, pleine de petites nouvelles de Lyon. Le voisin et son jardin. Le nouveau restaurant qui venait d'ouvrir à 2 rues de chez elle. Le médecin qui lui avait dit que sa récupération était exemplaire. Amel fermait les yeux quand elle l'entendait parler. Elle pouvait presque sentir la lavande. Mark Brennan a fait l'objet de poursuites dans le cadre de l'enquête sur son client. Les procédures judiciaires sont longues, mais elles avancent. Stratos Communication a perdu plusieurs contrats importants dans les mois qui ont suivi l'article. Certaines de ces choses ont une façon de se régler dans le temps, lentement mais sûrement. Amel ne suit plus vraiment cette partie de l'histoire. Ce n'est plus son histoire. Son histoire à elle, c'est celle d'une femme qui a traversé quelque chose de difficile, qui a fait un choix dans le noir, et qui est sortie de l'autre côté avec sa mère vivante, son travail, et quelque chose d'intact en elle qui n'a pas de prix. Voilà l'histoire d'Amel. Voilà ce qu'elle a choisi. Et vous, qu'est-ce que vous auriez fait? Dites-le moi dans les commentaires. Je vous lis tous, vraiment. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, si elle vous a donné quelque chose, ne partez pas sans laisser un commentaire avec votre pays ou votre ville. Et si vous n'avez pas encore aimé cette vidéo, c'est maintenant. Ça prend 2 secondes et ça veut dire énorme pour cette chaîne. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Voici votre narration complète de 10 000 mots, prête à copier-coller.